Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau journal télévisé. J'en profite pour vous remercier. Merci à tous d'être si nombreux à suivre nos programmes, y compris pendant l'été. Au programme de cette édition, retour sur les fractures mondiales. Tandis qu'Emmanuel Macron et ses partenaires européens se cambrent sur le financement de la guerre en Ukraine, le Sud global se réunit en Chine pour un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Un rendez-vous qui se présente comme une alternative à l'ordre occidental. Nous poursuivrons par un point sur la situation de la politique française, alors que la chute du gouvernement Bayrou semble imminente et que de nouvelles élections législatives pourraient avoir lieu. Et puis nous reviendrons sur la panne bancaire géante qui a affecté samedi des millions de clients du Crédit Mutuel. Un incident qui en dit long sur notre dépendance au numérique. Le monde continue de se fracasser sur le mur ukrainien alors que l'UE et Emmanuel Macron poursuivent l'hémorragie financière pour fournir les armes de la boucherie ukrainienne. Le Sud global assoit sa croissance depuis la Chine lors d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le point tout de suite. Le déclin européen se joue en Chine. Alors que Bruxelles et Paris s'embourbent dans le coûteux soutien de la guerre en Ukraine, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, réuni à Tianjin en Chine, se présente ouvertement comme la réunion du nouvel ordre anti-occidental. Une nouvelle réunion qui s'inscrit un peu dans la lignée du récent sommet des BRICS de juillet dernier à Rio de Janeiro, où TVL s'était rendu. Un rendez-vous où la Chine avait d'ailleurs semblé un peu en retrait avec l'absence de Xi Jinping. Cette fois, les trois leaders des puissances du Sud global sont bel et bien réunis et Vladimir Poutine, Xi Jinping et l'Indien Narendra Modi ont multiplié les apparitions ensemble. Un effet de bloc face à un Occident que le président russe a une nouvelle fois ciblé avec virulence, estimant qu'il était le responsable de la guerre en Ukraine. Cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine, elle est le résultat d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. Son allié chinois a quant à lui déploré un esprit de guerre froide et des actes d'intimidation en provenance de l'Occident. Une référence assez claire aux menaces, mises à exécution pour certaines, de Donald Trump avec les taxes douanières. Un instrument également brandi par le président américain il y a peu pour faire pression sur les avancées de la paix en Ukraine, qui patinent sévèrement. Je veux que ça s'arrête. Et ce ne sera pas une guerre mondiale, mais ce sera une guerre économique. Une stratégie pas toujours payante. En effet, la politique des sanctions économiques a montré ses limites. Pour la Russie, l'UE a ainsi perdu bien plus de plumes que Moscou. Par ailleurs, la privation du système de paiement SWIFT a également développé l'utilisation de systèmes alternatifs, à commencer par l'équivalent chinois. Une situation qui a donc conduit à un recul, certes modéré, du dollar. Face à cette politique du bras tordu de l'Américain, les chefs du Sud global misent donc sur la concorde et la diplomatie pour contraster avec cet Occident qu'ils dépeignent comme toujours plus brutal et agressif. Dans ce cadre, Vladimir Poutine a profité de son voyage en Chine pour également rencontrer en marge du sommet de l'OCS le Turc Erdogan. L'occasion de remercier le dirigeant d'avoir déjà hébergé plusieurs réunions pour tenter d'organiser la paix en Ukraine. En vain. En toile de fond de cette opposition entre les géants du Sud et l'Occident, rythmée par Donald Trump, tel un négatif de cliché, se dresse l'Union européenne. Quelques jours après la rencontre bilatérale entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz à Toulon, la diplomatie du vieux continent n'a pas ressuscité. Malgré une situation politique calamiteuse en France, le président français a même qualifié l'action de Vladimir Poutine de dérive autocratique et autoritaire, quelques jours seulement avant de recevoir Volodymyr Zelensky jeudi à Paris, alors même que celui-ci n'a plus de mandat. Une démonstration de l'entêtement européen conduisant à sa mise au ban d'un monde en mutation. La France plongée dans l'inconnu politique. La rentrée de septembre bat au rythme de la question de confiance de François Bayrou. Prévu le 8, le vote pourrait conduire à une chute du gouvernement et à de possibles législatives anticipées. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Au lieu d'être bloqué le mercredi 10 septembre, la France se retrouvera probablement sans gouvernement 2 jours auparavant, le lundi 8 septembre.
Dans une procédure inhabituelle et assez inattendue, le Premier ministre François Bayrou, confronté à la fronde d'une majorité de parlementaires et de l'opinion publique face à son plan d'économie, dont la mesure la plus symbolique est la suppression de 2 jours fériés, a décidé de poser une question de confiance aux parlementaires. La chute d'un gouvernement en France suite à une question de confiance ne s'est plus produite depuis la 4e République. Au final, cette procédure devrait donc aboutir à la chute du gouvernement Bayrou, étant donné que si jusqu'à présent les oppositions de gauche, dominées par la LFI, et de droite, emmenées par le RN, réchignaient la plupart du temps à voter ensemble la censure déposée par l'un ou l'autre bloc d'opposition, en revanche, il est plus simple pour les oppositions de répondre négativement à une question de confiance qui émane du gouvernement lui-même. On remarquera par ailleurs que cette agitation a presque relégué le projet de blocage du 10 septembre aux oubliettes. Pour rappel, au début de l'été, l'idée d'une journée apartisane de mobilisation et de blocage du pays était sortie des réseaux sociaux et prévue pour le mercredi 10 septembre, ressemblant en de nombreux points à l'épisode des Gilets jaunes de 2018 et 2019. L'annonce du soutien de la LFI à cette journée de mobilisation, afin de s'emparer du mouvement, pour ne pas dire le saboter, avait toutes les allures du soutien de la corde au pendu, puisque l'engagement de la LFI dans cette journée avait déjà été de nature à décourager de nombreux citoyens d'y participer. La tenue du vote de confiance le 8 septembre, avec l'assez probable chute du gouvernement, pourrait bien enterrer définitivement la journée du 10 septembre. Certains pourraient même se demander si cette procédure surprenante demandée par François Bayrou n'avait pas pour objectif premier, ou à tout le moins secondaire, de tordre définitivement le coup au 10 septembre que certains pouvaient redouter comme potentiellement explosif. Toute la semaine politique de rentrée sera donc accaparée par le futur vote du 8 septembre et les consultations entamées dès ce lundi 1er septembre par François Bayrou, qui va recevoir les différents chefs de partis et de groupes parlementaires à Matignon. Le RN, jusqu'alors modérément conciliant avec François Bayrou et qui n'envisageait pas de voter la censure proposée par LFI en septembre, s'est retrouvé pris de court par l'annonce d'un vote de confiance. Certains considèrent que le parti de Jordan Bardella n'était pas pressé de retourner aux urnes, notamment en raison de la peine d'inéligibilité qui frappe Marine Le Pen, ce qui empêcherait cette dernière, qui dirige le groupe RN à l'Assemblée nationale, de se présenter à sa propre succession en cas de nouvelles élections. Le président du Rassemblement national n'a d'ailleurs pas encore tranché sur l'éventualité d'une candidature aux législatives. Actuellement député européen et président de groupe à Bruxelles, il pourrait se voir politiquement contraint d'aller siéger au Palais Bourbon, en particulier si Marine Le Pen ne peut plus se présenter et donc diriger un groupe RN à l'Assemblée. En tout état de cause, le RN demande désormais la tenue de nouvelles législatives, voire la démission d'Emmanuel Macron et donc une nouvelle présidentielle, et s'est mise en ordre de bataille pour de nouvelles élections législatives, en espérant faire mieux qu'en 2024, où la campagne avait été émaillée par quelques scandales et quelques loupés, qui avaient d'ailleurs abouti à la mise à l'écart de quelques candidats après les élections. On constate que dès à présent, dans l'éventualité d'une nouvelle élection, certains organes de la presse mainstream travaillent d'ores et déjà d'arrache-pied à fouiller dans toutes les archives possibles pour dénicher tout élément susceptible de nuire aux candidats du Rassemblement national. Si une augmentation du nombre de députés RN semble inéluctable, notamment du fait de l'érosion continue du Front républicain, il n'est toutefois pas encore acquis que le RN, donné certes largement en tête d'un éventuel premier tour, parviendra à décrocher les 289 sièges nécessaires pour avoir une majorité parlementaire. Le départ d'Emmanuel Macron, c'est aussi ce que réclament les députés LFI qui ont entamé une procédure de destitution, qui n'a toutefois aucune chance d'aboutir. Pour le moment, le président Macron a rejeté fermement toute hypothèse de démission. Pour les troupes de Jean-Luc Mélenchon, l'objectif est de garder le leadership sur l'opposition de gauche que le PS tente notamment de lui contester. Le PS qui n'exclut pas d'ailleurs de succéder à François Bayrou à Matignon, dans une coalition gouvernementale qui irait des Verts au centre droit et éviterait donc de repasser par la case élection, d'autant que la reconstitution d'un front uni de la gauche comme en 2022 et 2024 sera sans aucun doute très difficile en raison de la tension entre LFI et les autres partis de gauche. Quant au candidat du camp Macron, il serait en net recul et peinerait sans doute à se qualifier au second tour dans de très nombreuses circonscriptions, tandis que les LR se maintiennent à un niveau assez bas, ne tiennent que du fait de l'implantation d'un certain nombre de leurs élus, tandis que les électeurs LR sont toujours aussi divisés sur le fait de s'allier soit au RN, soit au bloc présidentiel, ou bien de tenter de rester autonome. Un dernier renseignement, plus profond, est à tirer du dernier sondage commandé par la Tribune du dimanche et BFM TV. Désormais, près d'un Français sur 2 estimerait que l'ensemble de la classe politique est responsable de l'actuelle situation chaotique. Un chiffre en nette hausse qui dénote un rejet plus global de la classe politique.
Et près de 40% des sondés estiment que pour succéder à François Bayrou, il faudrait un profil qui ne soit pas issu des partis politiques actuels. En clair, une ambiance qui rappelle un peu celle de la 4e République finissante traverse actuellement le pays. À la différence près qu'en l'état des choses, aucune figure tutélaire ressemblant de près ou de loin au général de Gaulle ne semble émerger, ce qui laisse présager une instabilité et un décrochage durable, sans issue qui serait encore actuellement perceptible. Et ce fut un retour de vacances sans le sou. Samedi, plusieurs millions de Français ont vu leur carte bancaire bloquée pendant une soirée. Le groupe Crédit Mutuel met en avant un incident, de quoi toutefois interroger sur la fiabilité d'un système bancaire numérique. Les explications de Renaud de Bourleuf. Une défaillance informatique et plus d'argent dans votre portefeuille. Samedi, les banques Crédit Mutuel et CIC, deux filiales du groupe Crédit Mutuel, comptant 14 millions de clients, ont connu une panne géante. Concrètement, de 17h20 à 19h30, les paiements par carte bancaire et retrait d'espèces étaient impossibles. Les clients qui n'avaient pas d'argent liquide n'avaient tout simplement plus d'argent disponible. Une situation affectant aussi bien les clients que les commerçants, dans les restaurants, les taxis ou au péage. De quoi occasionner des embouteillages gigantesques pour ce samedi de retour de vacances. Une incompréhension fâcheuse renforcée par l'absence d'explication de la banque. En effet, les services clients n'ont pas su dépanner ni même renseigner les usagers sur cette défaillance. Le groupe Crédit Mutuel indiquait que cette panne était provoquée par un dysfonctionnement interne, ajoutant plus tard que la cause de l'incident a été rapidement identifiée et résolue grâce aux équipes informatiques. Le lendemain, dimanche, de nombreuses cartes bancaires étaient pourtant encore défaillantes. Par ailleurs, des clients d'autres banques, comme le Crédit Agricole, ont aussi eu le même problème. En effet, le Crédit Mutuel CIC est l'un des plus gros centres d'autorisation de paiement en France, ce qui peut expliquer que plusieurs autres établissements aient été affectés. Ce lundi, le groupe Crédit Mutuel a donné des explications par communiqué. La panne serait due au système de vérification des transactions qui, lors du passage de la carte bancaire, s'assure qu'elle n'est pas frauduleuse et que les fonds sont bien disponibles. Toujours dans ce communiqué, le groupe bancaire avance que ses serveurs d'autorisation étaient plus en mesure de répondre aux demandes émises par les terminaux de paiement des commerçants ou les distributeurs automatiques de billets. Et c'est à 18h que les équipes auraient identifié la cause de l'incident, puis engagé les travaux de résolution. En 2024, pour la première fois en France, l'utilisation de la carte bancaire en nombre de transactions a dépassé celle des espèces, 48% contre 43%. L'utilisation de l'argent liquide en déclin qui semble aussi dans le collimateur de nos dirigeants, quitte à utiliser les faux prétextes. Pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Une tendance qui pourrait s'aggraver avec la mise en place d'un euro numérique. Et nous poursuivons aux côtés de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref, en France. L'Aude aura décidément bien souffert cet été. Après avoir connu des incendies d'une gravité historique et le ravage de plus de 17 000 hectares, le département qui abrite Carcassonne a également dû subir ces derniers jours une rave party. Environ 2500 jeunes, que d'aucuns appellent tuffers, sont donc venus danser à Fonjoncouze, non loin des décombres. Un événement marqué par des lieux calcinés et une odeur de bois brûlé persistante et où des centaines de familles ont vu s'en aller en fumée parfois des vies entières, avec les feux qui ont emporté leurs maisons, leurs exploitations parfois et leurs souvenirs toujours. Une indécence que les pouvoirs publics n'auront pas pu empêcher. Un ex-policier de la brigade des mineurs accusé de viol d'enfants. Ce lundi à Marseille s'ouvre le procès d'un ancien fonctionnaire de police de la protection des mineurs. Il est accusé d'avoir commis des viols sur 2 enfants philippins en 2018. L'homme, désormais âgé de 39 ans, dirigeait au moment des faits une association de protection de l'enfance à Manille. L'enquête de police a mis en lumière des milliers d'images pédopornographiques sur ses différents ordinateurs et autres supports. Par ailleurs, les collègues du policier avaient alerté sur le comportement suspect du présumé violeur, longtemps avant les faits incriminés. De quoi penser que l'homme aurait sans doute pu être arrêté plus tôt. Le gouvernement recule sur les dites passoires thermiques. Mardi 26 août, une réforme du calcul des DPE a été prise par arrêté. À partir du 1er janvier 2026, la nouvelle méthode sera plus favorable pour les logements chauffés à l'électricité. Concrètement, sur les 5,8 millions d'habitations classées F ou G, les notes les plus basses induisant une interdiction de louer, 850 000 logements vont sortir de ce statut de passoire thermique. L'Ultra-Trail du Mont-Blanc, l'UTMB 2025, a tenu toutes ses promesses. Cette course mythique longue de 174 km avec 9900 mètres de dénivelé positif a couronné le Britannique Tom Evans en 19h18 58 secondes et la Néo-Zélandaise Ruth Croft en 22h56 23 secondes dans des conditions météorologiques extrêmes mêlant pluie, neige et froid. Le podium masculin s'est complété avec l'Américain Ben Dieman et le Britannique Josh Wade. Chez les femmes, la Française Camille Bruyat et l'Allemande Katharina Hartmut
ont pris les 2e et 3e places. Sur 2492 participants au départ à Chamonix, seuls 1664 ont franchi la ligne d'arrivée, affrontant un parcours transfrontalier, France, Italie, Suisse. Les derniers arrivés ont bouclé la course en environ 46 heures, proche de la limite de 46h30. Cette édition a été marquée par des abandons notables comme celui de François Daen, témoignant de l'exigence de l'UTMB, véritable référence française et mondiale des courses en montagne. Et retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité internationale. Face aux migrants et à la gauche au pouvoir, des Britanniques refusent la fatalité. De nouvelles manifestations ont eu lieu dimanche devant des hôtels accueillant des demandeurs d'asile, notamment au Bell Hotel à Epping, près de Londres. Plusieurs centaines de manifestants anti-immigration brandissaient des drapeaux britanniques et des pancartes aux messages tels que « Renvoyez-les chez eux » ou « Expulsez les criminels étrangers ». Ces tensions, exacerbées par l'inculpation d'un demandeur d'asile éthiopien accusé d'une agression, se sont répétées tout l'été. Malgré une interdiction temporaire d'héberger des migrants au Bell Hotel, levé récemment par une cour d'appel, le gouvernement travailliste de Keir Starmer promet de cesser ce type d'hébergement d'ici 2029. À Canary Wharf, des contre-manifestants ont soutenu les demandeurs d'asile dans un contexte très sensible alors que de très nombreuses affaires de viol de jeunes filles blanches par des immigrés secouent le pays depuis plusieurs années. La guerre se poursuit en Palestine. Samedi, Israël a annoncé avoir tué Abu Obeida, porte-parole des brigades Ezzeddin al-Qassam, branche armée du Hamas, dans une frappe à Gaza. Le Hamas n'a pas confirmé mais déplore des victimes civiles, majoritairement des femmes et des enfants, dans cette attaque sur un bâtiment résidentiel. Abu Obeida, figure emblématique, masquée par un kéfier rouge, était une voix influente du Hamas depuis 2004, connue pour ses discours médiatisés. Israël, qui intensifie ses opérations à Gaza, envisage de cibler les dirigeants du Hamas à l'étranger. Parallèlement, le Washington Post révèle un plan américain inspiré par Donald Trump visant à déplacer les 2 millions de Gazaouis pour transformer Gaza en hub touristique et technologique sous administration américaine pendant 10 ans via la Gaza Reconstitution Trust. Les Japonais refusent la submersion migratoire. Samedi à Osaka, une manifestation a rassemblé 10 000 participants opposés à un projet immigrationniste du gouvernement. 4 localités japonaises ont été désignées comme villes d'accueil pour nouer des contacts plus étroits avec le Mozambique, le Nigeria, le Ghana et la Tanzanie. Mais la rumeur sur des visas spéciaux accordés aux ressortissants de ces pays a suscité un tollé dans la population japonaise. Un dispositif qui ferait venir des dizaines de milliers d'étudiants et travailleurs d'Afrique. Donald Trump ralenti par les juges. Vendredi aux États-Unis, la Cour fédérale de Washington a bloqué la procédure accélérée d'expulsion des clandestins. Cette procédure devait permettre d'expulser rapidement des clandestins arrêtés près de la frontière mexicaine s'ils étaient entrés aux États-Unis au cours des 2 semaines précédentes. 2 jours plus tard, dimanche, c'est une autre juridiction fédérale qui a suspendu l'expulsion de 600 mineurs isolés guatémaltèques. Le programme était pourtant organisé de concert avec le gouvernement du Guatemala. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Philippe Béchade. Ils évoquent la menace d'une mise sous tutelle de la France par le FMI. Et les marchés financiers et les créanciers, ils n'ont pas du tout peur d'une dette de 3 300, 3 400, 3 500 milliards en France. Il y a 37 300 milliards aux États-Unis. Il y a 240% de dette sur PIB au Japon. Ça ne fait pas peur aux créanciers, ça. Ce qui leur fait peur, c'est l'incertitude. C'est pour ça que, a priori, il n'y a aucune raison qu'avec notre niveau d'endettement, on soit un jour mis sous tutelle. Mais l'incertitude politique, qui là est un facteur qu'on ne retrouve ni aux États-Unis, ni en Italie, nulle part, plus endettés que nous, ni au Japon, c'est ça le vrai danger. C'est pas du tout l'endettement tel qu'on nous le décrit. Demain, à partir de 7h du matin, découvrez également un nouveau Zoom. Bertrand Alliot, docteur en sciences politiques, évoque avec son ouvrage « Comprendre l'incroyable écologie, l'analyse d'un éco-traître ». Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que c'est une catastrophe, sur le fait que ce que sera le climat dans 20, 30 ou 50 ans. En fait, il y a des modèles qui donnent des données, mais qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Des modèles mathématiques. Donc l'avenir est largement
indéterminé Exactement. sur la question climatique. Donc on ne peut pas dire que la science a dit que, c'est ce que vous expliquez. La science, elle a dit il n'y a pas une science, il y a plein de scientifiques et qui n'aboutissent pas à un consensus en fait. Oui, sur plein de choses, il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus sur le fait que le climat a augmenté. La température moyenne de la Terre a augmenté, mais pas sur, je ne sais pas moi, ce qui se passera dans 100 ans, dans 50, etc. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.